Bonjour à vous tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous accueillir. Et il y en a une qui nous a amené le soleil ce matin. Vous allez tout de suite le constater. Aurélie, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, vous allez nous présenter quel projet d'aménagement intérieur? Alors ce matin, on va regarder comment on a aménagé un studio dans une extension. Et justement, on va regarder ensemble les conseils et les questions à se poser pour aménager un studio. Bon, vous nous parlez de la maison, mais ça tombe bien, le sujet du jour, c'est la qualité de l'air. Et l'air intérieur est parfois plus pollué que l'air extérieur. Alors justement, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Et puis également, comment se positionne la Bretagne en la matière? Eh bien, nous ferons le point avec le directeur de l'association Airbraze. Et pour éviter d'ajouter de la pollution, certains font le choix du covoiturage pour des motivations purement écologiques. Nous écouterons le témoignage de Thomas Le Saulnier. Comme chaque mardi, nous nous intéresserons aussi à votre santé et nous verrons avec le docteur Marc Pérussel, dermatologue au CHU de Rennes, quelles sont les dernières avancées pour traiter le psoriasis, une maladie de peau qui peut être particulièrement invalidante. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter, un petit chien ce matin. Voilà, il y en a une qui va encore craquer, je le sais. Elle est là, elle est à côté, elle est de retour. Catherine, bonjour Laurence, ça va bien? Bon. Un petit chien, j'ai tellement hâte de le voir en vrai. Je sais. Bon, est-ce que la qualité de l'air vous a autant inspiré que la SPA? Alors, oui, allez. Et j'ai une petite pensée quand même pour nos confrères de France 3 Normandie, qui vont devoir, dans les jours qui viennent, traiter du même sujet. Alors, ils se sont peut-être demandé, est-ce qu'on parle de Lubrizol un peu, beaucoup, passionnément? Est-ce qu'on parle de Lubrizol, mais pas trop? Bien sûr, je fais là une référence subtile, n'est-ce pas, à ce titre du journal 20 minutes qui a parlé d'un nuage toxique, mais pas trop. Alors, ils ont reconnu après que c'était une manière abrupte un peu d'en parler, mais ça aura eu le mérite, à défaut d'améliorer la qualité de l'air ou de l'information, de détendre un peu l'atmosphère au lendemain de cette catastrophe. Alors, catastrophe écologique ou pas, on verra, et humaine ou pas, on verra aussi sur les premières années. La question forcément que je me pose, c'est peut-on en rire ? Peut-on en rire? Ça a l'air de tous nous faire rire. Alors, bien sûr, les internets, figurez-vous qu'ils ont toutes très vite répondu à la question parce que immédiatement après l'incendie, il y a eu florilège et multitude de blagues en tout genre avec des Rouennais qui ont 3 jambes, 4 bras, qui ont une tronche de Picasso. Bien sûr, ça n'a rien à voir, mais voilà. En tout cas, sur les internets, on peut en rire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les blagues émanaient beaucoup du Havre ou de Bretagne, comme quoi on peut toujours compter sur ses voisins en cas de souci. Alors, en Bretagne, qualité de l'air, peut-on en rire? C'est la question que je vous pose, Laurence. Monsieur Lefebvre nous en parlera, bien sûr, tout à l'heure. Mais j'imagine qu'on n'est pas que vendu large, odeur d'embrun et effluve de galettes de saucisses et d'épandage en Bretagne. La pollution touche tout le monde. En même temps, c'est assez bien résumé. C'est pas mal. Ça fait partie de l'air breton, quand même, cette qualité de l'air. Et puis, bien sûr, effluve de galettes de saucisses à la sortie du stade, on les connaît. La pollution touche tout le monde. On va en parler peut-être de ces chiffres-là. 48 000 morts seraient liés à la pollution par an en France, 800 000 en Europe, 9 millions dans le monde. Peut-on en rire, Laurence? Surtout que c'est assez cruel de mourir parce qu'on respire. C'est plutôt l'inverse qui se produit en général. Donc peut-on en rire sur ce plateau? Je laisse aux invités le soin, à défaut d'en rire bien sûr, en tout cas de nous éclairer et de nous aider à y voir un peu plus clair dans ce nuage de fumée LOL. Alors peut-on en rire? Eh bien la réponse tout de suite en images. Prenez une grande bouffée d'oxygène, inspirez et expirez. Oui, pardon, on ne vous avait pas dit que l'air était un peu pollué. Mais d'abord, l'air c'est quoi? Même s'il est invisible, ce n'est pas du vide. Dans l'air, on retrouve de l'azote, de l'oxygène. Jusque-là, tout va bien car cela nous permet de vivre. Mais la liste ne s'arrête pas là. L'air qui nous entoure est bourré de polluants qui n'ont rien à faire dans nos poumons et qui, en plus, sont pointés du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Exemple, le benzène, qu'on retrouve aussi bien dehors que dedans. Et oui, vous avez bien entendu, dedans aussi. Un petit coup de spray désodorisant pour éliminer les odeurs et hop, vous venez en une fraction de seconde de vaporiser du benzène dans votre maison. Pas le top quoi. Ce sont les contrôles de l'air dans les grandes villes qui nous permettent ce constat accablant. Et accrochez-vous, maladies cardiovasculaires, cancer des poumons, maladies pulmonaires chroniques, infections respiratoires. La pollution serait responsable de 48 000 décès par an en France et presque 9 millions dans le monde. C'est plus que le nombre de morts liés au tabac.
Et même s'il paraîtrait que la situation s'améliore, 3 secteurs d'activité sont pointés du doigt. Le secteur résidentiel, car chauffer ça pollue, les activités industrielles, en raison notamment de leur quantité, et enfin, les transports avec les pots d'échappement, mais ça, on s'en doutait un peu, non ? Là, on s'en doutait un peu, effectivement. On va aller plus loin sur le sujet avec vous, Gaël Lefeuvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Airbraze. Et puis à vos côtés, Thomas de Saulnier, covoitureur, par passion et par souci écologique surtout. Bonjour. On l'évoquera avec vous dans quelques instants. Bonjour, bienvenue. Est-ce qu'il y a des spécificités bretonnes en termes de pollution de l'air? Comme le soulevait Catherine, c'est pas uniquement l'iode, la galette saucisse, c'est le... Non, malheureusement, et je compléterai votre reportage en indiquant que le secteur agricole est aussi émetteur de polluants dans notre atmosphère. Donc ça, c'est une des spécificités, entre triple guillemets, bretonnes. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on évoquait Lubrizol. La région Bretagne est assez peu industrialisée par rapport aux autres régions de France. Donc le risque de ce type d'accident est faible, même s'il existe, puisqu'il y a quelques établissements Céveso aussi en Bretagne. Mais la prédominance du secteur agricole dans notre région fait que nous avons effectivement des particularités. On peut penser par exemple en termes de dégradation de la qualité de l'air à ce qui s'est passé encore cet été sur certaines plages des Côtes d'Armor avec la décomposition des algues vertes qui amène la présence d'un gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré et qui a fait beaucoup parler de lui dans les journaux ces derniers mois. Alors, il n'y a donc pas seulement les grandes métropoles qui concentrent les polluants, il y a également, vous le disiez, le littoral, auquel on ne pense pas forcément à la base, mais voilà. Et puis les grands boulevards urbains, bien entendu. Oui, alors effectivement, l'activité humaine concentrée dans les grandes villes, et vous l'avez évoqué dans le reportage sur les transports, fait que dans certains boulevards urbains où la circulation automobile est très importante, vous avez effectivement, si on cite par exemple le boulevard de la Liberté à Rennes, des concentrations en polluants qui sont assez élevées dans ces artères. Alors vous accompagnez, vous, des mesures indicatives qui ont été lancées en 2017, des mesures de pollution de l'air réalisées par des volontaires. Ils appellent les ambassadeurs. On va regarder tout de suite, si vous voulez bien, ce reportage de Sylvaine Saliou et de Christophe Rousseau. Né au vent et capteur dans le dos, Morgane fait partie des 16 ambassadeurs de Rennes. Il mesure le taux de particules fines en temps réel, ces particules qui s'installent dans les poumons. Alors vous avez mesuré aujourd'hui ? Tout à fait. Dites-moi. Alors aujourd'hui, on est autour d'une vingtaine de microgrammes de particules par mètre cube. Voilà. Ce jour-là, la qualité de l'air est moyenne. Pierrick, un autre collecteur de particules fines, relève des taux proches de ceux de Morgane. Donc là, si je vois bien, c'est du 18 microgrammes par mètre cube. C'est l'indicateur qui est ici. Et alors, qu'est-ce que vous en dites ? Donc 18, c'est jaune, donc jaune, c'est moyen. Toutes ces données sont collectées via une application mobile. On peut suivre en temps réel l'évolution de la pollution enregistrée ici par Pierrick, par exemple. On voit précisément la valeur des particules fines qu'il a rencontrées sur son parcours. Donc là, on a des valeurs autour de 20 microgrammes, ce qui n'est pas négligeable non plus. Les valeurs recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont plus basses. Mais on est en milieu urbain, donc ce n'est pas étonnant d'avoir des valeurs un petit peu plus élevées. La pollution peut varier sur un même parcours, à cause d'un camion à l'arrêt à un feu ou d'une sortie de chauffage. Elle varie aussi selon la météo. Il y en a moins quand il pleut. Grâce aux données récoltées, Morgane espère toucher le maximum de personnes. C'était aussi l'occasion de sensibiliser mon entourage. Alors quand je dis entourage, c'est l'entourage géographique proche, en parlant des gens du quartier, des habitants du quartier, des voisins même. Parfois je suis sollicité par certains voisins pour savoir si on peut sortir aujourd'hui ou pas, comment est la qualité de l'air. L'expérimentation doit durer 2 ans. Elle pourrait s'étendre à d'autres quartiers rennais, avec pour objectif la constitution d'une armée d'ambassadeurs. Et cette armée d'ambassadeurs, vous les formez, Gaël Lefeuvre? Oui, tout à fait. Nous accompagnons la ville de Rennes et la MCE, la Maison de consommation de l'environnement, qui pilote cette opération. Nous les informons sur qu'est-ce que la pollution de l'air, quels polluants, qu'est-ce que sont les particules fines, leur origine, etc., etc. Alors justement, vous parlez des particules fines. Est-ce qu'on a un niveau plus élevé en Bretagne qu'ailleurs? Et si oui, sur quelle zone?
Alors, l'étude que vous évoquiez en début de reportage, les 48 000 décès par an, c'est uniquement sur un seul polluant, les particules fines PM2.5, qui ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. D'accord, bon alors là, j'ai perdu beaucoup de on monde. n'est pas des spécialistes, mais bon, on vous fait confiance. Donc ces particules fines pénètrent dans notre appareil respiratoire. Et effectivement, dans notre région, vu les activités agricoles, on a un niveau de fond en particules fines plus important en milieu rural que dans d'autres régions de France. D'accord. Et en termes de pesticides, est-ce que c'est Alors, également le cas? Les pesticides, c'est un polluant émergent que nous mesurons aussi dans l'air. Nous venons de participer à une grande campagne nationale pilotée par l'ANSES, dont les résultats seront publiés au premier semestre 2020. Et nous avons effectivement recherché 79 pesticides dans l'air que l'on respire. Bon, donc on attend les résultats. Vos données, à vous, elles sont en open data, comme vous dites sur votre site web. Ça veut dire qu'elles sont accessibles, hein, c'est important. Tout à fait. Toutes les données environnementales que nous collectons, que nous mesurons, sont accessibles sur notre site web www.airbraze.so.fr où chacun peut télécharger les données et les visualiser sur notre site internet. On est parfois surpris des résultats parce qu'on a quand même une idée reçue en Bretagne, c'est que l'air, comme disait Catherine, hein, on a un air sain, c'est une région vantée, il y a de l'iode. C'est pas si vrai que ça en fait. Alors je vous rassure, la qualité de l'air en moyenne en Bretagne est meilleure que dans les grandes agglomérations comme Paris ou Lyon. Mais c'est vrai que cette image d'Épinal a longtemps vécu sur le fait d'avoir un air breton sain. Et malheureusement, notre région n'est pas épargnée par des pics de pollution, comme au printemps dernier, où nous avons eu 2 épisodes de particules fines. Dans ces cas-là, vous donnez quel conseil? Est-ce que ça sert à quelque chose de porter un masque? Non. Alors les masques, ça ne sert à rien. L'ANSES a publié des études là-dessus, c'est clair. J'invite les téléspectateurs à s'inscrire sur notre site internet, puisque nous diffusons, pour le compte de l'Agence régionale de santé, les recommandations sanitaires en cas d'épisode de pic de pollution. Et quelles sont ces recommandations? La principale, c'est de ne pas faire d'activité physique et sportive importante pour éviter de sursolliciter son appareil respiratoire et donc d'ingérer et d'inhaler des particules dans notre appareil respiratoire. Donc pas de sport. Oh, il y en a qui ça va faire plaisir. Oui. Et puis même pour peut-être trouver une excuse si on n'a pas envie d'aller visiter des gens ou de sortir pour... C'est ça. Pour non, je peux pas. Je suis allée sur airbraze.so et j'ai vu que non, il fallait pas sortir. Donc oui, je note. Ne pas sortir en cas de pic de pollution. Éviter un jogging ou une sortie non souhaitée. Alors, éviter un jogging, oui. Faire une balade à pied à son rythme, tranquillement. C'est possible. C'est possible, de préférence dans un parc ou loin des boulevards urbains où il y a beaucoup de circulation. Alors, pour ne pas rajouter de la pollution à la pollution, il y en a qui trouvent des solutions, et c'est votre cas, Thomas Le Saulnier. Bonjour à vous, vous êtes un convaincu du covoiturage, mais c'est assez récent, et c'est vraiment pour des motivations écologiques. Quel a été l'événement déclencheur ? C'est une démarche, on va dire, familiale au départ. C'est vrai que c'est une thématique qui revenait souvent dans nos discussions. Et pendant que madame s'équipait d'un vélo à assistance électrique, moi j'ai d'abord commencé par essayer les transports en commun pour me rendre au travail. C'était assez compliqué étant donné le lieu sur lequel j'exerce ma profession et le réseau. Donc je me suis inscrit ensuite sur le site WestGo, qui est un site de covoiturage. Qui est un site de covoiturage qui met en relation les gens sur le Grand Ouest. Et pour tester cette formule qui correspond beaucoup mieux à mes attentes et à mes contraintes. Alors, vous aviez également eu une autre motivation, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes élu à la ville de Saint-Gilles. Absolument. Et il y a quelque chose qui vous a frappé? Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'au cours d'un conseil municipal, ça devait être au mois d'avril ou mai, il nous a été présenté le projet de plan de développement urbain, de déplacement urbain, pardon, le PDU. Et donc on nous a projeté un diaporama qui reprenait à multiples reprises les orientations de la métropole en direction en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec un axe fort sur le covoiturage. Donc vous vous êtes dit... Donc voilà, ça a été effectivement un élément déclocheur et du coup, c'est vrai que le passage à l'acte correspondait aussi à une bonne initiative de rentrée, on va dire. Mais il y a un chiffre quand même qui vous a frappé, 103 personnes pour 100 voitures. Voilà. Ça veut dire que quasiment chaque voiture, il y a
Il y a Donc, une seule quasiment, il y a personne une seule dedans. personne. Ça vous a Très peu de passagers. Donc ça c'est vraiment un chiffre qui m'a choqué. Oui. D'accord. Vous avez trouvé une solution, donc vous êtes inscrit sur le site WestGo. Est-ce que vous avez mis du temps à trouver la personne qui corresponde? Parce qu'il faut trouver la personne qui fasse le même trajet, mais aux mêmes horaires à peu près, c'est ça? Oui, donc, tout dépend en fait de la période à laquelle on s'inscrit aussi. Parce que moi je me suis inscrit en plein été, au mois d'août. Ouais, donc c'est une période, forcément... c'est pas la période la plus propice. Ouais. Mais j'ai trouvé relativement vite, en effet, une personne avec qui je pouvais covoiturer. Alors c'est pas non plus tous les jours de la semaine en fonction des contraintes professionnelles. C'est vrai que je suis parfois amené à me déplacer chez les clients ou à faire des déplacements pour lesquels j'ai besoin de mon véhicule. Donc le covoiturage n'est pas possible tous les jours, mais l'objectif c'est déjà d'initier un changement de comportement et de le pratiquer de façon régulière. Et voilà. Là, ça fait déjà 3 semaines. Bah oui, c'est ça. Ça fait 3 semaines et demie là, que vous avez commencé. Oui, du ça coup, fait un à peu peu plus près, de presque 4 semaines. Vous l'avez fait combien de fois déjà? Et donc, on a fait une douzaine de trajets ensemble. C'est quand même une bonne moyenne. Ça fait 3 fois une par bonne semaine. moyenne, Il faut tomber sur un conducteur non fumeur, par contre. Sinon, ça ne sert à rien, en tout cas pour sa santé. Absolument. Oui. Effectivement. Vous êtes uniquement passager? Je suis uniquement passager, puisque mon covoitureur part de plus loin et poursuit son chemin après m'avoir déposé. Donc voilà, c'est à sens unique. Je participe à ses frais. De façon anticipée même, voilà, je lui fais entièrement confiance et il a fait preuve de ponctualité, d'une ponctualité irréprochable jusqu'à présent. Parfait. Donc voilà, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est installée entre nous. Problématique, c'est que ce ne sont que des trajets du matin, donc il faut quand même que je trouve une solution de repli le soir. Donc pour l'instant, c'est les transports en commun. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste dans une démarche écologique. Donc voilà. Donc ça vous tient vraiment à cœur, à tel point que vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche au niveau politique. Absolument. J'ai l'intention d'utiliser mes fonctions de conseiller municipal pour insuffler cet esprit-là par le biais des jeunes aussi, dont je m'occupe à Saint-Gilles, et construire ensemble un projet de sensibilisation à l'initiative des jeunes vers la population, vers leurs parents, pour développer cette pratique sur notre commune et à l'échelle de la métropole. Écoutez, à l'échelle de Rennes Métropole, il se passe donc plein de choses. Ce sera avec le Conseil des jeunes que vous allez Ce sera avec le opération. Conseil des jeunes. On va essayer de travailler avec l'association EOP, qui est en charge de l'animation du site WestGo. Voilà, un site qui a été créé par un ensemble de collectivités sur l'Ouest et dont l'animation a été déléguée à cette association EOP. Et donc, plus il y a de gens qui s'inscrivent sur ce site, plus il y a de choix aussi pour plus on a de chance de trouver quelqu'un qui fait le même trajet, aux mêmes horaires, dans les deux sens, etc. Très bien. Voilà. Après, c'est vrai que il faut des infrastructures des aires de covoiturage, mais le covoiturage peut aussi s'organiser entre amis, entre voisins, entre collègues. Voilà, et il n'y a pas que les plateformes Internet pour le faire. Et il faut aussi échanger autour de soi pour trouver des gens qui rentreraient dans la même démarche. Bien sûr, oui. Aurélie ou Marc, vous faites parfois du covoiturage? Alors j'en ai fait un petit peu, mais plus sur des grands déplacements. Après, un peu moins. Je pense que ça dépend. Non, ça dépend des personnes. J'allais dire à cause des enfants, mais non, ça dépend des moments de vie. Ça dépend des personnes. Il y a quelque chose qui est important, je trouve, dans ce que vous avez dit pour moi aussi m'être sensibilisée justement sur toutes ces pratiques. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus être trop exigeant avec soi-même et qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à un comportement totalement plus éco-citoyen, on va dire, plus responsable. Le changement de comportement prend du temps. C'est vrai que, quand je le disais, il faut d'abord essayer, peut-être une journée par semaine, c'est l'objectif qui a été fixé dans un premier temps, d'initier le changement de comportement en le faisant de façon ponctuelle. Et il y a une chose que vous avez dite qui était importante, c'est qu'il y a des étapes dans la vie. Les enfants, quand ils sont petits, on les dépose à l'école en voiture, et puis on continue le trajet pour se rendre au travail. Quand les enfants grandissent et qu'ils passent de l'école au collège, ils prennent les transports en commun, on n'a plus besoin de les emmener. Pour autant, on ne change pas nos comportements. On conserve l'habitude de prendre la voiture. Et c'est à ces moments clés
que les changements sont les plus propices. On voit aussi tout ce qui est pédibus, quand on est plus dans le centre, ou ce genre de choses, qui sont aussi un bon prétexte pour mieux connaître son voisinage. En plus, ça sert à créer du lien social, effectivement. Gaëlle Lefebvre, on le voit, il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place justement pour à visée écologique. Et vous-même, vous allez plus loin dans les mesures. Vous avez un projet justement d'une nouvelle station pour des mesures à Rennes. Tout à fait. D'ici la fin de l'année, nous équiperons une station de Rennes d'un spectromètre de masques. Alors, qu'est-ce que c'est un spectromètre de masques ? C'est un appareil de mesure qui va nous permettre en temps réel de faire la spéciation chimique des particules fines. Mais voyons, Laurence, mais bien sûr. Donc du coup, très concrètement, on arrivera à mieux qualifier la composition chimique des Exactement. particules. On va pouvoir ainsi distinguer la part de pollution due aux activités agricoles dont je parlais, liées aux espèces minérales comme le nitrate d'ammonium. Excusez-moi, je fais un petit cours de chimie en accéléré. Ou bien la partie liée à la combustion de la biomasse ou celle liée au trafic automobile. Mais et c'était pas le cas jusqu'ici. Enfin, vous ne pouviez pas qualifier à ce point les mesures. Non, tout à fait. On avait la quantité de particules, et maintenant on va passer à la qualité et la composition chimique des particules dans notre atmosphère. Comme ça, on sera bien au courant. On va peut-être essayer de voir une dernière idée reçue, comme quoi, est-ce que c'est une idée reçue d'ailleurs, la pollution intérieure est-elle plus forte que la pollution extérieure parfois ? Malheureusement oui, puisque il est important d'aérer son logement, et effectivement, si vous vivez dans une atmosphère confinée, vous allez confiner tous les polluants qui peuvent être émis soit par les sols, les peintures, les meubles, ou quand on fait son activité de cuisine à certains moments clés de la journée, on peut aussi dégrader la qualité de l'air intérieur. Il faut aérer combien de temps chaque jour ? Matin, soir, les deux ? L'idéal, c'est faire matin et soir. Alors le soir, il faut être prudent suivant les horaires, puisque si vous habitez près d'un boulevard urbain de circulation, aérer à 18h, ça sera une très mauvaise idée. À 8h et à 18h Genre du rocade, on garde les fenêtres fermées. C'est ça, pas... Ouais. Oui. Alors il y a assez peu de logements proches de la rocade quand même. Heureusement. Marc Pérussel, en termes d'aération justement du logement, vous avez des consignes en tant que dermatologue, ça a un effet justement sur la... Le dermatologue, c'est en fait l'expert de la peau et qui est en contact avec l'environnement. Et en fait, on est médecin de l'environnement quasiment, puisque que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la vie de tous les jours, l'impact de l'environnement sur la santé est important. Et donc, je retiens totalement les conseils d'aérer la maison le plus souvent possible. Et puis, vous savez qu'il y a plein de polluants qui viennent se déposer sur la peau et qui sont responsables de maladies comme l'eczéma et qui, finalement, est une gêne dans la vie de tous les jours pour les patients. Exactement. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler d'une autre maladie, le psoriasis. Vous restez avec nous. Nous parlions d'environnement. Et bien France Télévisions s'engage pour l'environnement et vous proposera ce soir un rendez-vous exceptionnel en direct à 21h05 sur France 2. L'émission Pour la Terre, présentée par Nagui et Virginie Lemoine, donnera le coup d'envoi de notre mobilisation qui passe entre autres par de tout petits gestes écologiques, tout simples à adopter au quotidien. Je vous en propose tout de suite un exemple. Pourquoi utiliser une gourde plutôt que des gobelets et des bouteilles en plastique? En gros, pour éviter ça. En France, chaque année, on consomme 4 milliards de gobelets en plastique et plus de 8 milliards de bouteilles d'eau. Ce qui fait beaucoup de plastique. Des bouteilles et des gobelets dont on se sert souvent à peine quelques minutes. 50% du plastique qu'on achète est utilisé une seule fois. Et tout ça, ça fait très rapidement des quantités de déchets astronomiques. Et une fois jetées, 40% des bouteilles ne sont pas recyclées. Elles sont soit incinérées, soit enfouies, soit tout simplement abandonnées dans la nature. Du plastique qui termine bien souvent dans les océans. Résultat, des écosystèmes endommagés et des animaux blessés, voire tués. Chaque année, 100 000 d'entre eux meurent à cause du plastique. Une solution très simple, c'est de remplacer tous les gobelets qu'on utilise, toutes les bouteilles d'eau, par une gourde. Ça paraît anodin comme ça, mais avec une simple gourde, on peut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre personnelles. C'est réutilisable et c'est durable.
Eh bien voilà, un des 10 gestes à adopter qui seront évoqués ce soir dans l'émission Pour la Terre, présentée par Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine. L'émission Pour la Terre, c'est donc ce soir à 21h05 à ne pas manquer sur France 2. On va continuer à parler de santé justement avec vous, docteur Pérussel. C'est vous qui avez en charge toutes les consultations psoriasiques du CHU de Rennes. D'abord, le psoriasis, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le psoriasis, c'est une maladie chronique qui a un impact sur la qualité de vie majeure et qui est due en fait à un renouvellement accéléré de la peau suite à un traumatisme et qui fait que la peau, qui au lieu de se renouveler en moins d'un mois, va se renouveler en 7 jours. Donc il y a une accélération du renouvellement de la peau, les squames n'ont pas le temps de tomber dans la nature et il y a un entassement, ce qui fait ces plaques que vous voyez sur l'écran. Oui, on imagine bien que ça peut être extrêmement invalidant en termes de qualité de vie. On dit que 65% des 15-30 ans atteints de psoriasis adaptent leur tenue vestimentaire pour cacher leur maladie. Donc, c'est dire l'impact. Parce que ça a un impact majeur sur le relationnel. La peau, c'est l'organe de la relation. C'est ce qui permet aux gens d'aller vers l'autre. Et lorsque vous avez une maladie affligeante, eh bien finalement, le premier réflexe, c'est la contagion. Et ça n'est pas contagieux. Et ce n'est pas contagieux comme pathologie. Par contre, pour éviter le traumatisme de montrer sa maladie, eh bien, on adapte ses vêtements, on essaye de cacher au maximum. Et d'ailleurs, il y a une campagne qui est menée par France Psoriasis en disant « Je ne me cache plus », parce qu'il faut que cette maladie soit, par l'information, que les fake news liées à ce côté contagieux disparaissent. Alors, quel pourcentage de la population est atteint Alors, Parce que la Bretagne est plus touchée qu'ailleurs sur un plan mondial, l'OMS a dit qu'il y avait à peu près 100 millions de personnes atteintes de psoriasis. Ça représente à peu près entre 3,5 et 4% de la population française, avec des variations en fonction du lieu où vous habitez, et puis des critères génétiques, puisque c'est une maladie en fait génétique. D'accord. Ça touche plus les hommes ou les femmes ? Autant les hommes que les femmes, il n'y a pas de discrimination sur ce plan de pathologie. D'accord. Il y a une tranche d'âge, il y a des pics de voilà, il y a fréquence. des pics de fréquence. Vous avez deux types de psoriasis, deux pics de fréquence pour le psoriasis. Vous avez 20 ans, et c'est souvent des pathologies qui sont associées avec d'autres maladies inflammatoires comme le rhumatisme ou comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Et puis vous avez 40 ans, et là le deuxième pic est plutôt associé à des comorbidités de type maladie métabolique ou vasculaire. Alors on dit souvent que le soleil est bon pour le psoriasis, est-ce que c'est vrai ? C'est exact, c'est très bon, parce qu'en fait le soleil a une action anti-inflammatoire. Tout le monde sait que lorsqu'ils ont des petits boutons dans le dos et qu'on va au soleil, les boutons disparaissent. Que quand on a un petit peu d'eczéma, que c'est rouge et un petit peu irrité, ça va se calmer avec le soleil. Le soleil est excellent, le seul problème c'est l'abus. C'est-à-dire que c'est comme tout, le vin c'est un verre, 3 verres, bonjour les dégâts. Pour le soleil c'est exactement la même chose. Si on passe trop de temps au soleil, on aura les conséquences à plus ou moins long terme des expositions aux UV. Alors c'est une pathologie chronique, est-ce qu'il existe des traitements ? Quels sont-ils ? Alors, j'ai commencé ma carrière sous la poussée du professeur Touraine qui disait on ne peut pas laisser les gens atteints de psoriasis seuls devant leur miroir. Et on est parti de traitements qui étaient à l'époque des bains de goudron ou éventuellement des pommades qui nous faisaient passer pour des chefs pâtissiers. Et on en est arrivé maintenant à une évolution dans la prise en charge thérapeutique avec des traitements qui sont plus locaux mais systémiques, c'est-à-dire qu'on prend par la bouche ou en injectable, pour arriver à des traitements, des visions de blanchiment. Et quand je parle de blanchiment, c'est pas devenir blanc, c'est-à-dire disparition de la lésion cutanée pour donner une peau normale pour 95% des gens, voire 100% des psoriasis. Donc c'est une révolution réellement sur le plan thérapeutique. Après, c'est impressionnant. C'est une petite révolution. Vous l'appelez la biothérapie. Les biothérapies sont en fait des... Pourquoi bio ? C'est pas parce que c'est écologique. Non, je ne vous rejoins pas. C'est simplement parce que c'est fait à partir de petites bactéries et on arrive à créer des anticorps qui vont avoir une activité spécifique sur la cellule qui est responsable du psoriasis. La cellule qui est responsable du psoriasis, c'est un petit lymphocyte qu'on a génétiquement en soi. C'est une sorte de serrure. Et lorsqu'il y a la clé, cette serrure va s'enclencher et ça va stimuler ce lymphocyte qui est un petit peu hyperactif et qui va balancer plein d'informations. Et toutes ces informations vont
stimuler la peau, stimuler l'inflammation, recruter d'autres cellules, et ce qui va déclencher le psoriasis. Alors, on a un recul de plus de 15 ans sur ce traitement. Oui, en fait, les premières études remontent en France en 1997, et avec une évolution très progressive, avec des nouveaux traitements, des nouvelles cibles, pour arriver maintenant à un objectif qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, pasissant, c'est-à-dire disparition totale du psoriasis. Là, déjà, on imagine l'amélioration de la qualité de vie, c'est impressionnant, absolument impressionnant. Est-ce qu'on peut demander ce traitement, la biothérapie, à son dermatologue de ville? Oui, il faut le demander à son dermatologue de ville. Le seul problème, et ça c'est un problème d'accessibilité en général aux soins innovants, avec un blocage qui vient de nos administrations, il faut passer par une étape hospitalière pour pouvoir avoir l'initiation de ces nouveaux traitements sur des critères qui font que ça justifie la prise en charge par la collectivité d'un traitement qui reste encore coûteux, mais tellement efficace pour la qualité de vie de ces patients. Donc il faut savoir quand même qu'ils ont un retentissement sur la qualité de vie personnelle, mais également parce que c'est associé à des comorbidités, et ces comorbidités ont un fort risque vasculaire, et il faut savoir que la prise en charge d'un psoriasis diminue le risque vasculaire et augmente la durée de vie. Bon, ben voilà, donc comme ça, il faut vraiment ne pas hésiter, surtout à en parler à son dermatologue ou à se rendre au CHU de Rennes ou ailleurs en Bretagne d'ailleurs. Le 29 octobre, c'est la journée mondiale du psoriasis. Est-ce que vous allez organiser des actions particulières au CHU de Rennes, justement? Oui, on est même une région pilote. On va avoir un petit bus dans lequel il y aura des conférences et des explications de texte sur ce qu'est le psoriasis. Et on attend que les gens qui se rendent au CHU, mais voire d'autres personnes, puissent venir, passer un petit peu de temps et pour s'informer et puis éventuellement donner la bonne parole, et de nos ambassadeurs auprès de gens qu'ils connaissent et qui pourraient dire, tiens, parce qu'une des choses qui court actuellement, c'est pour le psoriasis, on ne peut rien. Évidemment, c'est une pathologie chronique et c'est resté dans la tête de beaucoup de gens. On peut faire beaucoup et il faut faire beaucoup. Oui, voilà. Eh bien, rendez-vous en plus en bus. commun. Ouais, exactement. C'est écologique en plus. Bravo. Rendez-vous donc le 29 octobre pour la journée mondiale du psoriasis. Merci beaucoup, docteur Pérussel. On va continuer à parler de santé. TMS, ce sont des lettres qui doivent vous dire quelque chose. Les troubles musculo-squelettiques constituent la deuxième cause d'invalidité en France. Ils concernent de nombreux salariés de l'industrie, bien entendu. Et depuis plus de 6 mois, une usine qui s'appelle Bridor à Cervon-sur-Vilaine expérimente un exosquelette, une carapace qui soulage l'exécution de gestes répétitifs. Je vous propose de découvrir ce reportage d'Émilie Collin et de Christophe Rousseau. Alors là, j'installe l'exosquelette. Il y a des petits réglages à faire au niveau des sangles. Depuis 2 mois, Jean-Paul, agent de production chez Bridor, enfile un exosquelette. Il fait partie des 15 salariés volontaires pour une expérience encadrée notamment par Camille, étudiante en ergonomie. C'est bien pour l'assistance? Ouais, c'est bien. T'as réglé le poids? Ouais, c'est ça, 4e barre. C'est bon? Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. On est parti. Salarié de l'usine depuis 25 ans, il multiplie les gestes répétitifs, des gestes désormais allégés par l'exosquelette. C'est bien pour aller en hauteur, en fait. Ça compense les efforts. Ça permet quand même d'aller tout en haut sans trop forcer. Toutes les remarques de Jean-Paul servent à améliorer le dispositif. Les suggestions amènent le fabricant à faire évoluer l'exosquelette. Un nouveau modèle, plus léger, 2 kg contre 4 actuellement, sera bientôt proposé avec la même ambition, soulager. Il va venir porter le poids du bras dès que le bras va dépasser la ligne du cœur. Le but de l'exosquelette, c'est d'utiliser la lame de composite ici qui fait un effet ressort pour porter le poids du bras et soulager tous les muscles de l'épaule pour prévenir donc des maladies professionnelles, les fameuses TMS, au niveau de l'épaule. Le niveau d'assistance s'adapte à chaque personne. La tension qui porte le bras peut varier de 400 grammes à 4 kg. Sur un autre poste, Isaac se familiarise depuis peu avec l'exosquelette pour les membres inférieurs. Debout en permanence, à piétiner, il constate les premiers effets. Je m'arrête tout le temps. Je m'arrête, je marche. Et voilà, jamais assis. Et donc là, depuis que vous avez l'exosquelette, comment ça se passe depuis que vous l'avez essayé là? J'ai essayé, j'ai vu qu'il y a quand même une diminution de la fatigue. Et vraiment, je pense que le but il a été atteint à ce niveau. Chaque exosquelette coûte 5 000 €. L'usine en possède déjà 3. Santé, sécurité et maintien dans l'emploi, l'enjeu est de taille pour l'entreprise.
Sur près de 500 salariés sur le site, 150 sont concernés par des troubles musculo-squelettiques. Bonjour Monsieur Loger, vous êtes le directeur industriel de l'usine Bridor à Servon-sur-Vilaine. Et depuis plus de 6 mois, là, vous avez mis en place une application de l'ergosquelette auprès de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le point de départ de cette expérience ? Tout a démarré avec un programme suite à un problème avec un de nos salariés, en fait, qui avait un problème de santé. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait gérer ce risque d'inaptitude aujourd'hui. Et puis l'ergosquelette et l'exosquelette sont apparus pour nous comme étant une solution un peu évidente. Monsieur Loger, concrètement, là, depuis quelques mois, comment ça s'applique en fait l'utilisation de l'ergosquelette? Comment ça s'est mis en place? On est parti avec un panel de salariés volontaires qui étaient motivés pour pouvoir participer à ce challenge, avec également une stagiaire sécurité qui nous a accompagnés pour faire les analyses de poste, les études de poste, former des référents ergosquelettes dans l'entreprise, puis mettre les appareils au poste avec tout un suivi avec les opérateurs qui leur permet de décrire ce qu'ils ressentent et les bénéfices de l'appareillage. Au terme des premiers mois, là, quel premier bilan vous faites de l'expérience? Les équipiers, les salariés qui ont participé au programme mettent en évidence moins de fatigue le soir, une vraie démarche constructive et participative, ce qui nous permet, en travaillant avec GoBio, de pouvoir faire adapter les appareils. Celui du haut du corps, par exemple, va passer de 4 kg à 2 kg parce qu'on a pu remonter un certain nombre d'informations. Celui du bas du corps, on est parti avec un appareil classique et on a pu rajouter des genouillères, par exemple, pour protéger les genoux lors de certains chocs ou lors de certaines positions bien particulières. L'exosquelette s'implante à Bridor. Des modèles pour le dos et la main sont à l'étude. Ça pourrait être pratique, ça, pour faire des travaux dans une maison, n'est-ce pas, Aurélie? Oui, tout à fait. Alors, vous allez nous présenter justement ce matin un projet d'aménagement de studio dans une extension de maison, c'est ça? C'est ça. On avait des clients qui voulaient faire une extension de maison pour venir y intégrer un salon, un espace de couchage, une petite kitchenette, une salle de bain et des WC. Sauf que l'extension est petite, on est plutôt dans un studio. Donc on va voir justement les conseils et les questions à se poser pour aménager un studio. Alors d'abord, est-ce qu'il faut commencer par définir la fonctionnalité finalement de cet espace? Voilà, en fait il faut se demander qui va vivre dans cet espace. Est-ce que c'est à destination d'un étudiant, de la location saisonnière, pour savoir comment aménager. Quels sont les besoins, en fait, Quels sont les besoins futurs habitants de l'espace. Est-ce qu'on optimise au maximum, on imagine, bien sûr? Bien sûr, c'est un conseil qui paraît simple, mais qui est ultra important, puisque quand on est dans des espaces réduits, chaque centimètre est super important. Donc on va vraiment essayer d'optimiser les espaces pour garder un meilleur flux de circulation. On dégage également le champ de vision. Voilà, ça c'est un conseil qui est important aussi quand on va aménager un petit espace. Plus vous allez dégager le champ de vision et éviter d'avoir des cloisons ou des séparations, ce genre de choses, plus le regard va aller plus loin et va donner l'impression d'un espace qui va être plus grand. Et ce qui n'empêche pas de structurer et d'identifier quand même les espaces. Ça, c'est tout le défi en aménagement d'intérieur. C'est ça, et donc on peut structurer, on l'avait vu, il me semble que c'était la semaine dernière, on peut aussi structurer l'espace. Là, on le voit avec le côté canapé, où on structure avec la peinture, en fait. On va délimiter l'espace salon avec une peinture, avec une couleur. Même si tout est ouvert, il faut bien structurer les fonctions. Chaque espace a une fonction. Alors, bien entendu, on prévoit quand même du rangement, parce que ça, c'est essentiel. Essentiel, si on veut garder des bons flux de circulation, si on veut pouvoir y vivre de manière agréable, quand on arrive avec ses valises, si c'est de la location pour des voyageurs, ce genre de choses, c'est indispensable de penser à tous les aménagements et tous les rangements. C'est ça qui va rendre l'espace pratique. Alors, ce qui est aussi indispensable, c'est la luminosité. Ça, c'est quand même extrêmement... Voilà, on va le travailler de différentes manières et on va optimiser toute la luminosité qu'on peut faire rentrer dans ces espaces. Travailler avec des cloisons ajourées, par exemple, avoir les plus grandes baies vitrées possibles, l'importance de l'éclairage qu'on va venir mettre dans ces pièces-là pour qu'on s'y sente bien. La luminosité, les peintures aussi, du clair Du clair, oui, tout à fait. Ça peut participer à avoir quelque chose de plus lumineux. Bon, alors, on a évidemment vos conseils. On peut voir peut-être un petit exemple, justement. Je vous montre du coup de ce que vous avez proposé. Est-ce que vous voulez bien visiter, le projet en réalité virtuelle? En réalité virtuelle. Je suis puni. Non, au contraire, c'est un honneur. Allez-y, et vous regardez tout autour de vous, monsieur. Vous tournez. Alors, vous êtes dans quelle pièce? Sur le fauteuil, voilà. Et là, vous voyez tout le studio. Ça permet
de se projeter justement dans l'aménagement. Donc ça, quand là on travaillait sur une extension, il faut se poser toutes ces questions-là bien en amont du projet pour savoir où est-ce qu'on va mettre les arrivées électriques, les arrivées d'eau, ce genre de choses, travailler en fonction des contraintes. Et plus on anticipe la conception de ces projets, plus on va optimiser le coût au niveau des travaux aussi, parce qu'on va éviter de faire et de défaire. Je crois que Dr Pérussel va acheter. Je pense que c'est bon, fabuleux, c'est très bien. J'aurais dû avoir ça au moment où j'ai fait mon aménagement. Ah, bon, vous n'aviez pas encore rencontré Aurélie Vernet, c'est pour ça. Je me cogne dans mes chaises, pas du tout là. Ça n'arriverait jamais avec les projets qu'elle nous présente à chaque fois. C'est trop chic. Et on peut avoir une cuisine aménagée et une douche à l'italienne aussi, même dans un petit espace. Mais c'est ça en fait. Et c'est ça qui est chic aussi. Et quel coût ce petit appareil? Non, pas pour personnellement, mais pour les artisans qui pourraient être amenés à montrer l'aménagement de leur cuisine, etc. Du coup, nous, on accompagne sur les projets pour justement aider à se projeter. Et on est sur de la prestation conseil déco et aménagement. Et on travaille avec des logiciels dernière génération, on va dire, qui nous permettent justement de faire les visites en réalité. On va vous mettre en contact pour un devis, ne vous inquiétez pas. On va prendre vos coordonnées. C'est ça. Non, Merci beaucoup à tous. On va retrouver maintenant Billy à la SPA de Rennes. Billy, c'est à vous. Bonjour Laurence, bonjour Jennifer. Bonjour Billy. Ça va bien? Ça va très bien. Alors ce matin, nous avons une petite demoiselle à vous présenter. Oui, une petite demoiselle bien dynamique qui s'appelle Jenka. Jenka, alors Jenka, est-ce qu'elle a une race particulière ou pas du tout? Alors elle est croisée dog, c'est une chienne qui a été déclassée par diagnostic de race afin qu'on puisse la faire adopter. C'est-à-dire qu'elle a été décatégorisée pour pouvoir être adoptée. Ok, donc ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'un certificat de muselière et des choses comme ça? Alors la muselière, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi, non. Maintenant, comme c'est une chienne qui a beaucoup de tempérament avec ses congénères, c'est vrai qu'une sortie avec la muselière est quand même vivement conseillée. Ok, ça marche. Voilà, avec l'humain, c'est vraiment une adoration. Faire des gros bisous d'amour. Oui, des bisous comme on aimerait les voir, en tout cas. Par contre, avec l'humain, voilà, c'est vraiment une boule d'amour, c'est une véritable adoration. Après, c'est une chienne un peu indisciplinée, voilà, qui a besoin d'éducation, d'être canalisée, faire du sport. Voilà, c'est vraiment une chienne qui peut se montrer très douce, mais pour ça, il faut qu'elle se dépense. Donc pour ça, il faut faire ce que tu nous dis, l'éducation positive. Exactement. On renforce que ce qui est de bon. Tout à fait. Et ce qui n'est pas bon, on l'oublie complètement. Exactement. C'est une chienne qui a besoin quand même qu'on lui mette des limites, mais tout en restant bien sûr dans la douceur et dans le positif. Ça marche. Est-ce qu'on a dit son âge? Elle a 5 ans. 5 ans. Ah oui, donc d'accord. Donc 5 ans. Cette petite demoiselle, elle a déjà eu des bébés, j'ai l'impression. C'est bien possible. Elle est stérilisée maintenant. Elle est stérilisée, elle n'en fera plus. Ça, c'est une évidence. Ça marche. Eh bien, écoutez, cette petite Jenka, elle recherche alors une petite maison, peut-être plus, quoi. Si peut-être plus en maison, plutôt plus aussi en milieu campagne, voilà, afin d'éviter la ville avec l'agitation de la ville. Ouais. Elle aura besoin quand même d'espace et de verdure, effectivement, pour s'épanouir. Ça marche, elle est gratouillée un petit peu le jardin. Eh bien, écoutez, Jenka, on vous remercie de s'être présentée aussi. Ah, elle est classe quand même. Elle est classe, elle est très belle, elle est élégante. Très gentille. Avec ce petit collier rose, là, c'était parfait. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Eh bien voilà, si vous avez l'espace nécessaire, pensez à accueillir la petite Jenka. Elle vous attend à la SPA de Rennes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. On se retrouve demain à 10h45 pour une émission spéciale en direct à l'occasion des 75 ans de Ouest France au siège du premier quotidien régional français à Chantepie, près de Rennes. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne consacrée cette semaine à l'aventure du zéro déchet. Aujourd'hui, Leïla Goram, Sandrine Ruot et Caroline Leduc se sont intéressées au réemploi. À midi, ce sera l'heure de votre journal régional. Et puis, je vous souhaite une excellente journée sur France 3. Kenavo.